Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Nous sommes le mercredi 14 août, dans l'actualité ce soir. Les chiffres de la sécurité routière sont parus ce mercredi en Haute-Savoie. 40 morts sont à déplorer depuis le début de l'année dans le département, soit près du double par rapport à 2018. Et puis nous franchirons les portes du Musée international de la Croix-Rouge à Genève. Il vous reste encore quelques jours pour découvrir l'exposition Prison et sa scénographie forte et décalée. Je vous le disais à l'instant, l'Observatoire départemental de la sécurité routière vient d'annoncer un lourd bilan de l'accidentalité en Haute-Savoie. 40 personnes sont décédées sur le premier semestre 2019, soit 19 de plus qu'à la même période l'année dernière. Les contrôles de sécurité se renforcent donc à la veille du 15 août. La saison estivale reste en effet la plus accidentogène, avec 36% des accidents corporels et mortels dans le département, comme nous l'explique la secrétaire générale de la préfecture et le commandant de l'escadron départemental de la sécurité routière, au micro de Camille Rivollet. Nous avons malheureusement depuis le début de l'année 40 drames de la route qui sont survenus en Haute-Savoie, 40 morts. C'est 2 fois plus que l'année passée sur la même période. Il est donc impératif que nous puissions communiquer le plus possible vers les usagers de la route pour leur rappeler que ces drames n'arrivent pas qu'aux autres et que chacun est responsable dès lors qu'il prend le volant. Être responsable, ça veut dire être en état de conduire, ne pas prendre d'alcool ni de stupéfiants pour prendre la route. Cela veut dire ne pas utiliser son téléphone portable lorsque l'on est en situation de conduite, puisque son attention est évidemment détournée de la route. Cela veut dire également respecter l'ensemble des règles de conduite, les règles de distance, les règles de vitesse et avoir un comportement qui permet d'arriver à destination. Nous sommes mobilisés toute l'année. Lors de l'été, ce que l'on va faire, c'est que l'on va cibler des types d'infractions. Donc effectivement, là, sur le mois de juillet, sur le mois d'août, nous avons ciblé les excès de vitesse, nous avons ciblé les fautes comportementales, nous avons ciblé aussi les conduites addictives, les stupéfiants et les alcoolémies. Mais il n'y a pas un investissement supérieur. Nous sommes là vraiment toute l'année, il n'y a pas de ciblage. Au niveau de la prévention, déjà, ce peut être un dispositif très voyant. C'est-à-dire que lorsque nous nous plaçons au milieu d'un rond-point, nous savons pertinemment que nous sommes très visibles, mais nous voulons montrer aussi que nous sommes là, pas forcément pour la répression, mais aussi tout simplement pour rappeler que nous sommes présents, que nous sommes là pour sécuriser les routes. Il est 8h du matin sur le lac d'Annecy. Hugo et Jazz enchaînent les figures de wakeboard. Tous les deux sont des mordus de la planche. À 11 ans, Hugo est devenu vice-champion de France de wakeboard dans la catégorie des 12 ans. Jazz, elle, est championne de France dans sa catégorie d'âge, les 14 ans. Des performances qui sont le fruit d'un travail quotidien. Pour les entraîner, Rico, un des premiers à avoir pratiqué le wakeboard sur le lac d'Annecy, est le papa de Jazz. Avec les enfants, c'est jamais très simple. On est un petit peu plus dur qu'avec des clients. Hey Jazz, vas-y, c'est que dans la tête là, t'as pas confiance. Deux champions au profil bien différent. C'est un jeune qui est très facile à coacher, qui écoute tout ce qu'on lui dit et qui arrive à tout retranscrire. Du coup, ça va super vite, c'est parfait. Je pense que dans les années à venir, on risque de le voir régulièrement sur les podiums. Ouais. Jazz est en sport-études de gym depuis le CE2, un cursus qui l'aide dans la pratique du wake. Elle comprend très très bien la gestion de l'espace, elle est très facile dans les sauts, puis vu qu'elle est physique en plus, elle en a aussi pas mal sous le pied, je pense qu'on la verra plus tard, peut-être à d'autres niveaux. Ouais. Une passion qui nécessite l'implication permanente de leur famille. C'est beaucoup d'investissement personnel, c'est un investissement en temps. Vous voyez, ce matin, mine de rien, on est parti depuis... On s'est réveillé à 6h30, on est parti d'Aix-les-Bains à 7h15, on avait rendez-vous ici à 8h. Et puis après, c'est un investissement financier aussi. Le wakeboard bateau, c'est un sport qui est assez onéreux. Ces enfants le savent, pour pratiquer ce sport, il faut aménager un emploi du temps saisonnier, l'été sur le lac, l'hiver en station et la semaine à l'école. Je dois jongler entre le wakeboard, le snowboard et l'école. Et ma mère m'a dit, tu passes en premier avec l'école et après le wakeboard. Parce que l'école, si je veux être en moniteur de wakeboard, il faut que je travaille à l'école. Jazz aussi rêve d'un avenir dans le monde de la glisse. J'aimerais bien devenir coach de wake, comme
Les deux champions profitent encore de quelques belles matinées de ride sur le lac avant la rentrée, en 6e pour Hugo et en 3e pour Jazz. Une nouvelle année à venir, pleine de promesses pour ces rois de la glisse. Enfermement, exclusion, vie en détention, prison lève le voile sur le quotidien des détenus et propose une réflexion allant au-delà des murs du monde carcéral. Au centre du dispositif, 3 grandes cages orange représentent l'univers de l'enfermement. Contre les murs, un vert parle d'espoir et de liberté. Entre les deux, un espace est laissé libre au questionnement, car l'exposition s'interroge sur l'incarcération et questionne ses visiteurs tout au long d'un parcours qui évite avec habileté tous les écueils. Même si Prison donne la parole à son public, elle force à la réflexion et au dialogue et laisse quelques portes ouvertes pour permettre à chaque visiteur de se déterminer. Nous nous interrogeons sur, pas forcément la sanction qui a été faite à l'égard de cette personne, mais surtout ses conditions de détention, ce qu'on appelle la double peine. Et la troisième conséquence, c'est ce qu'on peut appeler la triple peine, c'est-à-dire la question de la réinsertion de la personne au sein de la société. Le quotidien de la vie en cellule se découvre, parfois décalé. La scénographie en appelle aussi à l'histoire, à la philosophie et à l'anthropologie pour nous donner à voir cette réalité, une réalité multiple, ambiguë et encombrée de stéréotypes. On n'est pas tombé dans l'idée de dire c'est juste ou c'est faux de punir une personne. C'est pas là-dessus qu'on a travaillé. C'est vraiment sur se demander mais qu'est-ce que la personne vit quand elle est incarcérée, qu'est-ce qu'elle rencontre comme difficulté et surtout par la suite, est-ce que vraiment cet acte d'enfermement est justifié et est-ce qu'elle arrive effectivement à sortir une fois qu'elle sort de prison, qu'est-ce qui lui arrive à cette personne ? Est-ce qu'elle a véritablement appris quelque chose de positif en prison ou bien au contraire, est-ce que c'était l'école du crime et qu'elle en ressort et qu'elle retombe en fait dans la prison ? En 20 ans, le nombre de détenus a progressé plus rapidement que la population mondiale. En 2018, 30 millions de personnes de par le monde ont été confrontées à la chaîne judiciaire et carcérale. Et plus de 10 millions de personnes sont actuellement détenues. L'exposition Prison au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge nous rappelle le droit humain avec en filigrane une interrogation sur l'efficacité de la prison comme seul facteur de sanction et de réinsertion. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc et à très vite sur notre antenne.